Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine où on va pouvoir parler de choses assez chill, assez tranquilles. On a parlé un peu de l'actualité la semaine dernière et là on va pouvoir repartir un peu dans le passé. Je pense que cet épisode va être un focus sur une année en particulier. Je l'avais déjà fait il y a, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant. Faire, vous savez, des épisodes qui vont vous retracer un parcours ou une année particulière en termes de NCAA Baseball. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera va me retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et ma foi, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Pour cet épisode, j'ai envie de faire un épisode bien sûr sur le passé, mais pas un passé si lointain que ça, puisque c'est un passé d'il y a moins de 10 ans. À cette époque-là, personnellement, j'étais déjà un adulte dans la vie active depuis un petit moment. Et j'ai l'impression que c'était hier pour être parfaitement honnête avec vous, puisque je vais vous parler de l'année 2016. 2016, pour moi, c'était quoi ? C'était, si on parle de musique, ça peut être Drake, par exemple, avec son album, je pense que c'était Views à cette époque-là. Je sais qu'à ce moment-là, il cartonne toujours, mais je veux dire, pour moi, c'était un peu son apogée, si on parle un peu de musique 30 secondes. Alors, je parle que de rap là, je parle pas non plus je suis pas un élitiste musical, mais voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée sur ce que m'évoque cette année-là, l'année 2016. C'est une époque où je ne suivais pas encore le baseball universitaire. À l'époque, j'étais à fond dans le basket universitaire et je commençais un peu à me renseigner sur le football universitaire, pour être tout à fait honnête avec vous. Et par contre, je suivais déjà la NFL, je suivais déjà bien sûr la NBA depuis belle lurette. Mais la MLB, c'était pareil, c'était assez récent, puisque là où j'ai vraiment suivi, c'était l'année de la finale, des World Series entre les Mets et les Royals, donc c'était l'année précédente, 2015. Et voilà, assez parlé de ma vie. J'ai envie de vous parler de cette saison 2016 en termes de college baseball, puisque ça a été une saison où déjà vous allez pouvoir entendre des noms qui vont vous rappeler des joueurs qui jouent actuellement, ou qui ont joué en tout cas MLB récemment. Également, c'est une année spéciale, puisque c'est l'année du titre d'une certaine équipe qu'on a retrouvée en finale cette saison avec une fortune un peu plus compliquée sur la fin. Et enfin, c'est une année où on a l'impression que non seulement ça fait pas si longtemps que ça, mais qu'en plus, ce qu'on connaît du présent du college baseball était d'ores et déjà bien impliqué, bien prégnant à ce moment-là. Donc voyageons ensemble en 2016, et puis on va pouvoir parler un peu de tout ce qui s'est passé cette année-là. Lorsque la saison 2016 commence, on se retrouve avec des rankings de pré-saison, quels que soient les médias, qui sont, on va dire, unanimes. Il y a une équipe qui fait peur, une équipe qui est coachée par Kevin O'Sullivan et qui va être coachée pour sa 9e saison à cette époque-là, c'est Florida. Florida, sous Kevin O'Sullivan, est devenue une grosse force du collège baseball national. Et clairement, malgré cette grosse force, ils sont à la recherche de leur premier titre dans l'histoire. Pour ce faire, ils ont réussi à recruter, et c'était un peu l'adage de ces années 2010 pour Florida, et ça continue à se perpétuer d'ailleurs, c'est ils recrutent entre guillemets local. Quand je dis local, c'est-à-dire dans l'état de Floride pour la plupart. Et il faut le savoir, en 2015, ils avaient déjà réussi une très très grosse saison, allant jusqu'au College World Series avant de se faire éliminer, on va dire entre guillemets, en demi-finale, face au futur champion qui était UVA. En comparaison, UVA était d'ailleurs dans ses rankings de pré-saison vu quand même plus bas. Le plus haut ranking que j'avais vu pour eux, c'était la 4e position, et sinon on les retrouvait plutôt fin de premier tiers, 8e, 9e position dans les rankings. Et donc pourquoi Florida faisait si peur que ça ? Qu'est-ce qu'il y avait que Florida était un peu l'épouvantail de cette saison 2016 ? Tout d'abord, déjà, c'est un bilan en 2015 exceptionnel, 52 victoires pour 18 défaites seulement. Au-delà de ça, c'est un effectif quand même taillé pour être champion.
Je vais vous donner quelques noms de l'effectif 2015 et ensuite je vais incorporer des joueurs de l'effectif 2016 du côté de Florida, vous allez vite comprendre. Si je vous dis Pete Alonso, bon, moi, forcément ça me parle beaucoup, mais je veux dire même pour ceux qui suivent le baseball, vous savez de qui je parle. Si je vous dis Harrison Bader, bah pareil. Dane Dunning, à mon avis, pareil. AJ Puk, pareil, etc., etc. Ça, c'était pour l'année 2015. En 2015, Harrison Bader a quitté le navire parce qu'il s'est fait drafter. Hein. Il était junior à ce moment-là. Mais qui arrive en 2016 du côté de Floride, enfin de la Floride et donc de Florida, des joueurs comme par exemple Jonathan India, tout simplement. Au-delà de Jonathan India, on peut aussi rajouter bien sûr Brady Singer. D'ailleurs, les deux joueurs qui ont été liés lors des échanges de la saison, enfin pour la saison MLB 2025. Donc vous comprenez bien, hein, je peux aussi rajouter des joueurs qui ont au moins fait des passages en MLB, comme Mark Colosari, comme JJ Schwartz, Buddy Reed, Alex Faedo qui est toujours, je pense qu'il est toujours en MLB d'ailleurs, Alex Faedo. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des joueurs référencés dans cette équipe de Florida et c'est clairement l'équipe qui fait peur. Au-delà de Florida, on retrouve quand même pas mal d'équipes avec pas mal de joueurs référencés. Je pense notamment à Tennessee de Nick Senzel. Nick Senzel qui, je le rappelle, va être drafté très haut. Hein. Je sais plus il joue où maintenant, mais je sais qu'il était aux Reds pendant un moment. Il est même passé aux Nationals récemment. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, il y a du monde et du beau monde, et surtout des joueurs que voilà, nous, enfin, ces joueurs-là sont contemporains un peu de notre époque à nous, dans le sens où si je vous sors quand même les noms, vous allez vite vous rappeler, ah ouais, lui, je me rappelle, il joue là, ou il a joué là. Donc j'ai parlé de Nick Senzel, je peux parler de Cal Quantrill qui était à l'époque à Stanford, hein, bien sûr, Stanford, grosse fac également. Il y a qui? Il y a Kyle Lewis malgré tout, hein, même si sa carrière a pris un virage compliqué, ça a quand même été un rookie de l'année du côté des Mariners. Je peux vous parler de qui d'autre? Eric Lauer. Je peux vous parler bien sûr de Will Smith, le catcheur des Dodgers, qui était donc du côté de Louisville. Donc tout ça pour dire en fait qu'il y avait beaucoup de noms que l'on connaît maintenant, et des gens même référencés, voire All-Star, voire des stars tout simplement. Et donc c'est plus facile pour nous de retracer un peu l'histoire de cette saison 2016. Et si, comme souvent, quand on regarde les saisons baseball universitaire, on se focalise beaucoup sur les grosses écuries, on peut très vite noter, dans cette année 2016, qu'il y a des équipes et des joueurs qui brillent. D'autres noms d'ailleurs que vous connaissez certainement. Je pense par exemple qu'en Mid-American Conference, on a le Ball State d'Alex Cole qui fait une plutôt belle saison. Si je regarde du côté de la Horizon League, on a le Milwaukee de Dalton Varsho, hein, qui fait aussi une très bonne saison. Dalton Varsho qui est d'ailleurs joueur de l'année dans cette conférence, etc., etc. Et donc, on retrouve encore une fois, comme je dis assez souvent, cette homogénéité des talents au niveau college baseball. Certes, en termes de quantité de talent, les facs les plus puissantes restent au-dessus, mais on retrouve du talent qu'on retrouve même en MLB de nos jours, à tous les niveaux, que ce soit mid-majors ou plus grosses conférences. Maintenant, et je vais pas vous le cacher, c'est le thème principal de ce petit épisode, il y a une équipe qui tire son épingle du jeu sur la saison 2016, et c'est elle dont on va parler en détail pour faire un peu le fil rouge de cette saison 2016, c'est bien sûr Coastal Carolina. À l'époque, Coastal Carolina est encore en Big South. La Big South n'est pas l'une des meilleures conférences des mid-majors, mais par contre en son sein, Coastal Carolina fait son trou, fait clairement office de favori, semble au-dessus du lot, et surtout peut compter sur la mise en place de longue haleine, de longue date de son coach, Gary Gilmore. À cette époque-là, c'est déjà sa 21e saison en tant que head coach des Chanticleers. Et il terminera avec 29 saisons, si je dis pas de bêtises d'ailleurs au passage. Mais pour comprendre en fait ce Coastal Carolina, il faut comprendre qui est, ou en tout cas retracer rapidement le parcours de Gary Gilmore. Gary Gilmore, c'est ce genre de profil que l'on voit très souvent en termes de college baseball. Ce type de joueur de devoir, voire assez talentueux pour faire son trou en termes de college baseball. Il a d'ailleurs joué du côté de Coastal Carolina pendant 2 saisons. C'était un champ-centre et notamment lors de sa période universitaire, il termine avec une moyenne à la batte de .353. C'est fin des années 70, début des années 80.
Il va d'ailleurs faire partie de l'organisation des Phillies en termes de joueurs, puisqu'il va jouer dans les minor leagues pour les affiliés aux Phillies. Pas pour longtemps, parce que très vite il va comprendre que le niveau professionnel n'est pas pour lui. Il va se reconvertir en tant que scout. Il va être scout tout d'abord pour les Seattle Mariners et ensuite pour les Cleveland Indians. Et au-delà de ça, il va essayer de trouver un peu sa voie. Scout, c'est bien, mais il voudrait, pourquoi pas, se rapprocher un peu plus du sportif en tant que sport en tant que tel. C'est-à-dire que le scouting, c'est vraiment l'observation. Là, il voudrait aussi participer. Pourquoi pas en tant que coach, pourquoi pas en tant qu'éducateur physique. Et éducateur physique, c'est ce qu'il va devenir à Deep Creek Elementary School. Et c'est en Caroline du Sud, hein, dans le Georgetown County. Il va continuer en fait à progresser de son côté, et là on est dans les années 80. Il va passer donc de cette elementary school à un high school qui est le Pleasant Hill High School, et là-bas il va vraiment toucher du doigt on va dire son but et son rêve, c'est-à-dire rentrer dans le coaching, dans tout ce qui est baseball. Là-bas il devient assistant coach donc pour ce lycée. Ensuite, il va devenir le head coach en 1984, à la suite de la retraite du head coach. Et même si tout cela lui plaît, alors qu'il continue également à toujours faire ses activités de scouting sur le côté, il va décider vraiment de prendre un virage direct et partir au niveau supérieur. Le niveau supérieur, bien sûr, c'est le niveau universitaire. Il va délaisser le scouting complètement, il va aussi quitter l'école, quitter le lycée dans lequel il était, pour devenir assistant coach à USC Aiken. USC Aiken d'ailleurs à ne pas confondre, mais alors absolument pas avec USC. USC c'est South California, la fac la plus titrée. USC Aiken c'est en Caroline du Sud, c'est South Carolina. Et aussi c'est un programme bien plus modeste. C'est un programme qui, à l'époque où Gary Gilmore arrive, ils viennent de switcher de la NAIA, l'une des organisations, pas la plus grosse organisation, à la NCAA, mais la NCAA Division 2. Ils vont d'ailleurs avec lui réussir à maintenir on va dire une sorte de routine de la gagne, puisque au moment où il arrive en tant qu'assistant coach, cette fac arrive dans cette partie on va dire de milieu fin des années 80 jusqu'au début des années 90 à avoir un winning percentage de presque 0.800, c'est-à-dire 80% de victoire sur plusieurs années entre le passage de la NAIA à la deuxième division de la NCAA. Lui va devenir le head coach d'ailleurs en 1990 de cette fac. Et quand eux arrivent définitivement en fait au niveau de la NCAA Division 2, je pense en 92 de mémoire, il va réussir à avoir un bilan plus qu'impressionnant, parce que c'est 45 victoires, 18 défaites et 2 draws, parce qu'on peut avoir ou 2 ties si vous voulez, on peut avoir des matchs nuls selon certaines conditions. Ils vont d'ailleurs se qualifier pour le tournoi national, mais au niveau de la deuxième division bien sûr. Ils vont ensuite continuer leur route, on va pas rester trop longtemps sur eux, mais il faut juste savoir qu'il a été nommé coach de l'année chez eux dès la saison suivante, puisqu'il réussit à faire 46 victoires, 18 défaites, et il va jusqu'au College World Series de cette D2, et il va continuer comme ça à montrer des choses intéressantes, même si l'année 95 est plus compliquée. D'ailleurs il va louper la qualification pour le tournoi national en 95. Et voilà, il va petit à petit aussi regarder un peu plus loin. C'est bien ce qu'il a fait du côté de USC Aiken, mais lui ce qu'il veut vraiment c'est être le coach au niveau le plus haut du college baseball, c'est-à-dire en D1. Il va réussir à faire cela tout simplement en rejoignant Coastal Carolina. Il va les rejoindre en 1996. En arrivant en 1996, il récupère on va dire une fac qui a besoin d'un second souffle tout simplement. Et ça va se sentir parce que les années 96 et 97 vont être 2 années où ils vont avoir un losing record. Donc question de parler français, un bilan... Bref, vous m'avez compris, un bilan perdant j'allais dire, mais je suis pas sûr que ce soit ce que je veux dire. Un bilan négatif, disons ça, tout simplement. Mais dès la saison 98, si je dis pas de bêtises, ça commence. Là, l'effet Gary Gilmore commence, ils vont se qualifier pour la post-season, c'est-à-dire le tournoi national.
faut le savoir que eux ils arrivent, enfin quand lui il arrive, ils sont toujours en Big South, j'en ai parlé un peu auparavant. La Big South c'est pas forcément une grosse conférence et donc forcément pour réussir à se qualifier au tournoi national, bah il faut très certainement remporter en fait le titre de cette conférence. Donc ce qui va se passer, je pense en 98, c'est que ça va être l'exception qui confirme les règles dans le sens où ils vont être finalistes, ils vont perdre en finale de ce tournoi de conférence Big South, mais ils vont quand même réussir à se qualifier pour la post-season, tout simplement. En 99, là, au niveau de la Big South, très clairement, on a un gros gap, un gros gain en termes de gap, c'est-à-dire que là, ils terminent champion de la saison régulière, avec 10 victoires, 2 défaites. Je pense qu'ils perdent encore une fois la finale du tournoi de conférence, par contre, c'est contre Winthrop à that time, enfin à cette époque-là, je sais pas pourquoi je parle anglais. Et ainsi de suite, on va pas faire chaque année bien entendu, ce que je voulais dire par là, c'était un peu vous façonner l'historique de ce Gary Gilmore, puisque du coup c'est devenu une figure émérite, puisqu'il va complètement retourner ce programme. On a un programme modèle, un programme quand on parle d'accomplishment dans les mid-majors, on pense souvent à Coastal Carolina. D'ailleurs, dès la moitié des années 2000, c'est clairement une fac référencée, parce qu'ils ont réussi plusieurs fois à aller au tournoi national consécutivement. Ils vont aussi d'ailleurs du coup remporter plusieurs titres de Big South consécutivement. Il va être coach de l'année en 2002 et en 2005, mais au niveau de la conférence. Faut voir un peu que tout ça se met petit à petit en place et qu'on voit vraiment Coastal Carolina comme une force, on va dire, émergente du college baseball, que ce soit en termes de mid-major, mais également en termes national. C'est-à-dire que même les grosses powerhouses commencent à connaître qui est ou quelle est cette fac qui commence à déjouer les pronostics. Et donc la bascule définitive pour ce programme, pour moi, c'est la fin des années 2000, puisque je pense entre 2007 et 2010, et ensuite en 2012, il va être coach de l'année. Pour chacune de ces saisons, ils vont être non seulement champions de la saison régulière de Big South, mais également ils vont remporter le titre de Big South. C'est-à-dire qu'ils ne laissent rien à personne. Ils vont aller au tournoi national, bien sûr, chacune de ces 6 saisons. Et en plus de ça, ils vont réussir à devenir des hôtes. Vous savez, les hôtes, c'est quand vous faites partie des 16 meilleures équipes rankées de la nation. Et donc, vous avez la possibilité d'être hôte dans des regionals. Et c'est ce qui va se passer pour eux. Donc, clairement, là, il a ancré cette fac, qui partait, entre guillemets, un peu de rien en termes de second souffle, à la fin des années 90, vers une des facs référencées des mid-majors. Tout simplement. Maintenant, on va faire un bond dans le temps. C'était sympa de vous rappeler un peu qui est ce Gary Gilmore, lui qui a eu plus de 1300 victoires d'ailleurs en carrière avec Coastal Carolina et qui est donc un coach Hall of Fame, l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire du college baseball. Bien, ce Gary Gilmore, il arrive en 2016 avec une idée en tête, c'est d'aller au College World Series. On parle pas de gagner, on parle d'aller au College World Series et de sanctionner une fois pour toutes le fait que sa fac est un programme plus qu'émergent, un programme maintenant solide et installé. Pour mettre le tout en place, il va compter sur une cohésion de groupe incroyable, sur le fait aussi que l'adversité ne fasse pas peur et cette idée de pouvoir reset très rapidement dans les esprits, c'est d'ailleurs une qualité essentielle en termes de baseball, et notamment en termes de baseball universitaire. Dès le mois de février, ils font des choses intéressantes. Ils arrivent notamment à battre une équipe comme UVA, Virginia, qui venait de remporter le titre la saison d'avant. Malgré tout, on voit que c'est un peu encore en rodage, en mise en route, avec certes un début donc de saison positive sur ce mois de février, mais avec déjà 2 défaites en termes de matchs joués. En termes de bilan par rapport au nombre de matchs joués. Je pense que c'était 4 ou 5 victoires et 2 défaites. Le début du mois de mars, on va dire en général le mois de mars se passe de manière un peu plus compliquée, mais en même temps c'est un peu voulu dans le sens où il a aussi voulu tester son équipe avec un programme et des adversaires quand même de haut vol. On avait face à eux notamment des équipes comme Ole Miss qui était 17ème de la nation au moment où ils se sont rencontrés, des équipes comme Wake Forest, Illinois, UNC Greensboro, UNC Wilmington, Stetson, toutes ces équipes là qui sont des mid-majors mais référencées. Et donc on va se retrouver en avril avec une première vraie bascule, puisque c'est un mois où il n'y a que 2 défaites, si j'ai pas de bêtises, ou peut-être un peu plus, peut-être 4 défaites plutôt, mais sur 4, 5, 6, sur une vingtaine de matchs joués, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que la bascule se fait, et c'est aussi à ce moment-là que il y a les fameux matchs de conférence qui comptent de plus en plus, et en conférence, clairement ils sont au-dessus du lot, ce qui les aide grandement à augmenter ce bilan.
En mai, on continue là-dessus, ça se finit plutôt bien, il n'y a que 2 défaites sur une quinzaine de matchs, donc tout va bien. Ils sont champions de saison régulière encore une fois, en Big South. Ils vont au tournoi de Big South, l'esprit gonflé, les nerfs à bloc, on va dire, prêts pour la bataille, avec encore une fois un objectif derrière la tête, c'est d'atteindre ces fameux College World Series, de briser ce plafond de verre. Le Big South Tournament, bon, sans spoiler, sans surprise, il remporte assez aisément ce tournoi, donc il remporte non seulement la saison régulière encore une fois, mais également le titre de conférence, il ne partage rien. Et on les voit se retrouver du côté de Riley, donc c'est-à-dire face à NC State notamment, St. Mary's, si je ne dis pas de bêtises, également faisait partie de ce regional. Et donc, ils vont devoir s'extirper d'un regional face à une équipe de NC State qui était quand même, parmi les plus grosses équipes de la nation à ce moment-là. C'est pas pour rien qu'ils étaient d'ailleurs hautes. Eh bien, il faut savoir, s'il y a eu une défaite face à NC State, ça a été donc la seule défaite de ce regional. Coastal Carolina a tenu la dragée haute au Wolfpack et ont remporté tout simplement le titre de ce regional pour pouvoir aller au Super Regional face à un autre gros calibre. Et c'était LSU. Face à LSU, tout le monde leur promet un peu l'enfer. LSU qui à cette époque-là est comme souvent l'une des plus grosses facs de la nation, et surtout le Super Regional se déroule chez eux. Ils ont été 8e de la nation sur la saison régulière en termes de ranking, et pourtant ce Super Regional va être sweep par Coastal Carolina, donc face à LSU. Ils vont remporter en fait les 2 matchs 11-8 et 4-3 et vont pouvoir donc atteindre ce fameux objectif, ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire les College World Series. Dans ces College World Series de 2016, on a donc 8 équipes comme à chaque fois, vous connaissez le format, mais parmi ces 8 équipes, on a donc 2 équipes qui sont novices, UC Santa Barbara, qui vient pour la première fois au College World Series, et également donc Coastal Carolina, première apparition dans ces College World Series. Face à eux, on retrouve des grosses facs, notamment Arizona, l'une des facs bien sûr les plus titrées de l'histoire, coaché à l'époque par Jay Johnson, l'actuel coach de LSU, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On a bien sûr le Florida, dont j'ai parlé en préambule, parce que Florida c'était vraiment, comme j'ai dit, l'épouvantail. Tout le monde avait peur de ce groupe assez fantastique en termes de talent. On avait également face à eux une fac référencée comme Miami, à cette époque-là encore coaché par un vieillissant Jim Morris. Je rappelle, Miami, à cette époque-là, c'est déjà 24 passages, je pense, au College World Series de mémoire. Et malheureusement, d'ailleurs, je pense que c'est la dernière apparition de Miami en College World Series. Il faudrait que je revérifie ça pour un autre podcast, mais je pense que c'est le cas. On a face à eux également le Oklahoma State de Josh Holliday. On rappelle Oklahoma State, l'une des plus grosses facs de la nation en termes d'histoire dans le collège baseball. Ils ont remporté un titre en 59, mais ils ont été 19 fois à cette époque-là. C'était à leur 19e apparition en College World Series. Je pense qu'ils ont même atteint les 20 apparitions. TCU est également de la partie. TCU du fameux Jim Schlossnagle. Je vous l'avais dit que TCU, à partir de l'arrivée de Jim Schlossnagle dans les années 2000, c'est devenu une fac référencée. Et les années 2010, c'est vraiment les années TCU. Ils étaient allés au College World Series en 2015 d'ailleurs. En 2010, avant cela, c'était une fac qui clairement gérait le business, on va dire, en Big 12. Et un autre membre de Big 12 pour fermer un peu la marche, c'est-à-dire que la Big 12 était la conférence la plus représentée en 2016 avec Texas Tech d'un autre coach connu, Tim Tadlock. Eux aussi venaient d'aller au College World Series 2 ans auparavant pour la première fois, et donc ils avaient pour envie de faire un peu mieux que ce qu'ils avaient fait lors de leur première apparition. Pour Coastal Carolina, le défi est simple, il va falloir se battre dès le départ face aux favoris, c'est-à-dire Florida. Et s'ils arrivent à battre Florida, ils vont devoir ensuite se battre contre une équipe de la Big 12, puisque le vainqueur entre TCU et Texas Tech, et ensuite voir un peu comment ça se déroule. Et il faut le savoir, ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Alors, ils commencent leur premier match face à Florida, comme je l'ai dit. Face à Florida, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remporté ce match à la surprise générale. D'ailleurs, je vais vous spoiler tout de suite le futur direct de Florida, parce que Florida va se faire éliminer au bout de 2 matchs lors des College World Series. Ça a été le gros camouflet 2016, avant bien sûr le rebond exceptionnel de 2017 avec le titre, bien sûr.
Mais en 2016, donc, ils se retrouvent éliminés avant leurs ambitions, parce que leurs ambitions claires, c'était d'avoir le titre, hein, tout simplement. Coastal Carolina va donc pouvoir se battre face à TCU qui venait de battre donc Texas Tech, tout simplement, 5-3. Et TCU va faire la leçon en fait à Coastal Carolina en les battant, en les tapant même 6-1. Ce qui va largement rendre les choses plus difficiles, parce que comme je vous le rappelle, en double elimination, vous ne pouvez pas perdre 2 matchs. Le deuxième match perdu, c'est fini, vous êtes éliminé. Donc pour Coastal Carolina, il n'avait plus le droit à l'erreur, au moins jusqu'au final des College World Series. Il fallait tout emporter. Ils vont donc jouer face à Texas Tech, et face à Texas Tech dans un match âpre et très difficile, ils vont s'en sortir en le remportant 7-5, et ils vont avoir le droit et la chance de pouvoir tenter d'éliminer TCU. Comme TCU a gagné tous ses matchs, il fallait que TCU perde 2 fois de suite, alors que pour Coastal Carolina, plus le droit à l'erreur, c'est-à-dire que la moindre défaite, et c'était fini. Et si le premier match, TCU, on a l'impression qu'il le lâche, entre guillemets, hein, je veux dire, personne ne lâche un match, mais qu'il le lâche, entre guillemets, avec cette défaite 4-1. Le dernier match est un match de nouveau âpre, très tendu, on se demande qui va passer par rapport à l'autre, et finalement, Coastal Carolina arrive à s'en sortir en le remportant 7-5. Ce qui va leur permettre non seulement de déjouer les pronostics, mais en plus d'aller plus loin que leur objectif caché, qui était donc d'aller au moins jusqu'au College World Series. Là, ils vont pouvoir se retrouver en finale des College World Series face à une fac qui est habituée, hein, comme je l'ai dit encore une fois des titres, au niveau historique, c'est Arizona. Arizona fait clairement figure de favori, et Arizona va continuer à donner du fil à retordre pour nos amis de Coastal Carolina, pour qui vraiment l'abnégation aura été le maître mot, puisqu'ils vont se faire shut out par Arizona sur le match 1. Ils vont perdre 3-0. Vous le savez, c'est au meilleur des 3. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur, il faut qu'ils gagnent les 2 prochains matchs, Game 2 et Game 3. Lors du Game 2, ils vont se battre. Ils vont se battre jusqu'au bout, ils vont jamais lâcher, et ils vont réussir à gagner 5-4. En remportant ce match 5-4, bien entendu, ils débloquent ce fameux match 3. Et ce match 3 est un match où personne ne respire. Il y a 0-0 pendant 5 manches, et personne ne respire. D'un coup, il va y avoir des erreurs du côté de, côté de Arizona. D'ailleurs, le pitcher de Arizona à l'époque, c'est Bobby Dalbec, au passage, sur ce match 3. Et on va voir des erreurs qui vont permettre à Coastal Carolina de prendre une avance plus qu'inespérée. Ils vont réussir à scorer 4 runs. Donc 4 runs dans cette 6e manche. Et on se dit que là, c'est très compliqué maintenant pour pouvoir retrouver Arizona, relancer la machine et, vous savez, changer le cours des choses, faire une sorte de remontada. Maintenant, ce qui va se passer, c'est l'histoire. Arizona va pas se laisser faire, puisque dès le bas de la 6e manche, ils vont revenir à 4-2. Oui, c'est ça. Dès le bas de la 6e manche, ils reviennent à 4-2. C'est ça que je voulais dire, mais surtout, ça reste à 4-2 jusqu'en bas de la 9e manche. Puisque c'est Arizona qui, en termes de logistique, accueille en fait ce College World Series Final. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, accueilli le premier match, étaient entre guillemets à l'extérieur pour le deuxième. Et donc forcément le match 3, ils accueillent de nouveau. C'est dû au bilan en fait, hein, ils étaient rankés alors que Coastal Carolina ne l'était pas. Elle faisait pas partie des autres par exemple. Ils vont revenir à 4-3 dans la 9e. C'est sur un sacrifice fly d'ailleurs. Et en plus de ça, ils reviennent à 4-3, mais il faut savoir c'est qu'ils ont ils réussissent en plus à mettre encore plus en difficulté Coastal Carolina, puisqu'ils ont le tying run et le winning run sur base. C'est-à-dire que en 3e base, il y a le tying run. En 2e base, il y a le winning run. Et ils ont 2 out, tout simplement. Donc on retrouve un pitcher freshman à l'époque, Alex Cunningham, qui va donc devoir réussir le plus gros out tout simplement de l'histoire de sa fac et de l'histoire même de la conférence, puisque aucune autre équipe dans cette conférence n'a remporté un titre auparavant. Vous avez compris, si je parle de Coastal Carolina depuis tout ce temps, c'est qu'ils vont le réussir. Je ne suis pas très bon en histoire et à faire monter la température, mais il va réussir à avoir ce fameux
out, et en plus il va le faire sur un full count, pour vous dire à quel point c'était vraiment une dinguerie en termes de suspense, en termes d'émotion, j'imagine. Bon, je l'ai pas vu le match, hein. J'ai vu des highlights juste pour préparer cet épisode, mais voilà, moi j'ai pas pu voir le match en direct, donc je n'ai pas ressenti cette pression, cette tension, mais ça devait être quelque chose. Vous imaginez, vous avez le tying run, troisième base, le winning run, seconde base, vous êtes aussi à un out de l'histoire, et vous allez jusqu'au full count, et sur le full count vous réussissez à strike out l'adversaire. Vraiment pour Alex Cunningham ça a dû être vraiment quelque chose de rêvé, et Coastal-Carolina va donc remporter le premier titre de son histoire, et c'est le premier titre de son histoire en allant pour la première fois au College World Series. Il faut le savoir que la dernière équipe qui avait réussi pareil exploit, c'est-à-dire pour la première World Series gagner les World Series, c'était Minnesota en 1956. Ça veut dire 60 ans auparavant. Donc c'est clairement une équipe qui entre dans l'histoire. C'est pas une équipe qui aura eu forcément des stars et des joueurs qui vont être même draftés. Mais je voulais finir en parlant de ça. Gary Gilmore aura continué jusqu'à la saison 29, c'est-à-dire jusqu'en 2004. Il a été diagnostiqué d'un cancer, si je ne dis pas de bêtises. À l'heure actuelle, je pense qu'il a dû donc se retirer vis-à-vis de ça, en fait. À l'heure actuelle, je pense qu'il est toujours en dehors de la planète baseball par rapport à ça. Et son successeur, qui était déjà assistant là-bas, Schnall, a donc réussi, et c'est un peu pour ça que je parle de Coastal-Carolina aujourd'hui, pour faire un peu leur histoire par rapport au dernier College World Series de 2025. Il a réussi à les ramener au College World Series pour la première fois donc depuis 2016, et malheureusement cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à remporter le titre puisque LSU les a sweepés en finale, mais malgré tout, c'est le petit clin d'œil que je voulais vous donner pour finir cet épisode, en disant encore une fois que les histoires un peu à la Cendrillon au niveau college baseball, ça arrive. On a parlé déjà de 2008 avec Fresno State, j'en ai parlé, il y a eu des Pepperdine, des Cal State Fullerton, toutes ces équipes de mid-majors qui ont remporté des titres auparavant. Et bien pour Coastal-Carolina, c'était vraiment l'histoire de cette Cendrillon, une Cendrillon qui est quelque part calibrée, comme j'ai dit, puisque avec Gary Gilmore, il y a eu cette progression constante pour devenir une fac référencée, à défaut d'être une fac des plus fortes. Et ensuite, il y a eu donc cette année 2016 qui a été un peu l'explosion et l'atteinte d'objectifs inavoués et inavouables quelque part quand on sort de la Big South. Pour finir avec ce podcast, et juste pour donner encore plus de fleurs à Gary Gilmore, c'est aussi les joueurs qu'il a réussi à former et qui ont été draftés. Je vais vous donner quand même quelques noms. Tommy Lastella, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, Keith Hessler, Taylor Motter, Jacob May, Anthony Veneziano, Mike Costanzo, Austin Kitchen, j'en oublie certainement peut-être Rico Noel, Dave Sappelt. Ces joueurs-là ont joué en MLB. Tommy Lastella, moi je me rappelle très bien de l'avoir vu, il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement. Je pense que dans l'histoire avec lui en tant que coach, il a réussi à faire en sorte qu'il y ait 89 joueurs de Coastal-Carolina dans l'histoire qui ont été draftés. Certains ont été draftés plusieurs fois, parce que vous connaissez un peu le principe. Vous pouvez drafter, mais si vous décidez de continuer à la fac finalement, vous pouvez continuer à la fac et après vous pouvez être redrafté plus tard, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que Coastal-Carolina tient bien son nickname de Cendrillon de 2016, même si Gary Gilmore voulait bien réexpliquer à chaque fois qu'il n'était pas forcément une Cendrillon, dans le sens où ce qu'ils ont fait c'était un travail de longue haleine. Et c'est aussi l'exemple encore une fois que l'homogénéité en termes de college baseball existe bel et bien. J'espère que cet épisode un peu histoire assez court vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop brouillon. J'ai essayé de parler vraiment en mode naturel, donc j'ai pas pris trop de notes pour que ça reste un peu en mode discussion plus que comme un épisode de préparé en mode vidéo. Avant de vous laisser, juste pour vous dire que je vais certainement aussi travailler sur des vidéos, une série de vidéos. Pour l'instant j'en ai une en tout début d'écriture, donc j'en reparlerai quand j'en serai un peu plus loin. Ça va être quelque chose un peu d'historique, un peu de sociétal et bien sûr lié au baseball. J'en dis pas plus pour l'instant, mais on verra un peu comment je peux m'organiser pour faire ça. Et j'ai envie de dire voilà, un petit voilà de circonstances. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.